Épisode 5, partir sans revenir. Il y a des départs qui sont des voyages, et puis il y a ceux qui ressemblent à une extinction. Qu'un ne prit pas la décision comme on tranche une corde, il l'a pris comme on retire un poids qu'on a porté trop longtemps, sans colère, sans joie, avec une forme de calme qui effraie. Il commença par regarder tout ce que son père lui avait laissé, la maison, les champs, les tables, les outils alignés par habitude. La grange qui sentait la paille et la poussière, les sacs de semences, la charrette, la table où Aline raccommodait, le soir, comme si repriser un tissu pouvait tenir le monde en place. Qu'un regarda tout ça comme on regarde une vie qui n'a pas été la sienne. Il n'éprouva pas de mépris. Il n'éprouva pas non plus de gratitude. Il éprouva une sensation plus étrange, celle d'être né dans un endroit qui vous adopte sans vous demander votre avis. Il prit deux choses seulement, la pierre polie, celle de la douce, lisse comme une promesse qui n'explique rien, et un petit couteau de son père, pas pour se défendre, juste parce qu'on se coupe parfois au quotidien plus qu'au danger. Le reste, il le laissa. Il ne vendit rien. Il ne légua rien officiellement. Il ne fit pas de discours. Il ne chercha pas à organiser son abandon. Il savait que si le doyen mettait des mots dessus, ça deviendrait une affaire du village, une discussion, une pression supplémentaire. Alors il fit ce qu'il faisait depuis l'enfance. Il agit dans le silence. Il laissa la porte fermée, comme une maison qui dort. Il laissa les champs aux saisons. Il laissa les navets au val, sans espoir de retour. La veille de son départ, le doyen vint. Il n'entra pas tout de suite. Il resta sur le seuil, la posture de celui qui vient rendre service mais qui, en réalité, vérifie qu'on lui obéit encore. « On dit que tu as vidé des sacs, » dit-il. Qu'un répondit simplement. « Je range. » Le doyen plissa les yeux. « On dit que tu montes souvent dans la forêt. » Qu'un ne répondit pas. Le silence était sa forme la plus sûre de défense. Le doyen soupira, puis lança, comme on jette une dernière corde à quelqu'un qui se noie. « Tu dois t'installer. Tu dois prendre femme. Tu ne peux pas laisser une exploitation comme ça. Tu ne peux pas laisser ton père finir inutile. » Le mot « inutile » heurta Qu'un plus fort qu'il ne l'aurait cru. Pas pour lui, pour Alain. Il répondit d'une voix calme, presque mécanique. « Mon père n'est pas inutile. » Le doyen s'adoucit un peu. « Alors, honore-le. Reste. » Qu'un fixa le sol. « Je l'honore en ne faisant pas semblant. » Le doyen resta un instant immobile, puis reprit, plus sec. « Si tu pars, tu n'es plus des nôtres. » Qu'un releva les yeux. « Je crois que je ne l'ai jamais été. » Le doyen recula comme si cette phrase l'avait touché. Il tourna les talons sans ajouter un mot. Dans un village, une phrase comme celle-là reste longtemps dans l'air. Le prêtre vint à son tour. Père Audran n'avait pas l'autorité du doyen, il avait seulement une forme de persistance. Il posa un petit pain sur la table comme d'habitude, puis il regarda Qu'un, et dans ses yeux il y avait une peur sincère. « Tu veux partir ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Qu'un hocha la tête. Le prêtre fit un pas vers lui. « Il y a des endroits où la lumière est forte, des endroits où elle ne se contente pas d'être une idée, tu comprends ?» Qu'un répondit honnêtement. « Non. » Audran inspira. « Dans le reste du continent, la lumière n'est pas une cloche qu'on oublie, c'est une loi, c'est une route, c'est une force qui est... prend. » Le mot « prend » tomba lourd. Qu'un serra sa pierre polie dans sa poche. « Et ici ?» demanda-t-il. Le prêtre baissa la voix. « Ici, on est loin. Ici, la lumière peine. Alors on tolère, on laisse, on fait semblant que le monde est petit. » Il posa sa main sur la table et ses doigts tremblaient. « Si tu pars par le sentier, si tu vas vers les collines, tu vas entrer dans l'endroit où les choses ont des noms, où les gens savent ce qu'ils veulent de toi. » Qu'un répondit très doucement. « Ici aussi, ils veulent quelque chose de moi. » Audran resta silencieux, puis il dit, comme un aveu. « Oui, mais ici, ils n'ont pas les moyens. » Il se redressa, chercha dans sa robe et sortit un petit objet, une médaille de métal terne, un cercle simple, gravé d'une flamme stylisée, un signe de la lumière, mais ancien, différent de celui du vitrail. « Prends ça,
dit-il. Pas parce que ça te protégera, parce que, parfois, montrer un signe te fait gagner du temps. Cain prit la médaille sans comprendre complètement. Il sentit juste le froid du métal. « Pourquoi tu m'aides » demanda-t-il. De Prêtre sourit, fatigué. Parce que je suis resté ici à allumer une lampe que personne ne regarde. Et toi, tu vas regarder ailleurs. Ça me suffit. Quand il partit, il ne sonna pas la cloche. Lise vint en dernier. Elle ne frappa pas. Elle entra presque, comme si elle avait oublié les règles qu'elle reprochait à Keane. « C'est vrai? Dit-elle. Tu pars? Keane hocha la tête. Elle le fixa, longtemps. Ses yeux étaient secs, mais son visage semblait tenir un orage. Tu me dois au moins une phrase. » dit-elle. Keane chercha la phrase correcte. « Je ne sais pas comment vivre ici. » Lise fit un pas, puis un autre. Elle s'arrêta à distance, comme si s'approcher trop près ferait mal. « Et moi? » demanda-t-elle. Keane cligna des yeux. « Toi, tu sais. » Lise secoua la tête, brusquement. « Tu crois? Tu crois que je sais? Moi, je sais juste rester. Parce qu'on ne m'a jamais montré d'autre route. » Keane sentit quelque chose se nouer en lui. Une compassion maladroite, un poids. Il dit « Je ne pars pas contre toi. » Lise rit, enfin, mais c'était un rire de défaite. « Tu pars quand même. » Elle regarda la maison, les outils, la table, comme si elle voyait tout ce que Keane abandonnait et que personne d'autre ne comprendrait. « Tu ne reviendras pas. » dit-elle. Keane répondit sans hésiter. « Non. » Lise inspira, puis murmura. « Alors je te déteste un peu. Puis elle ajouta, plus bas, presque honteuse. Et je t'envie. » Elle partit vite, avant que les mots deviennent trop vrais. Il restait une seule chose, dire adieu à Scylla. Cain monta vers la cabane à la tombée du jour. Il s'attendait à la trouver assise devant le feu, sa cape sur les épaules, son bâton près de la porte, comme si elle avait toujours été là et qu'elle y serait toujours. Mais en arrivant, il sentit immédiatement que quelque chose clochait. La porte était entr'ouverte. Il entra. La cabane n'était pas vide comme une pièce vide, elle était vide comme un endroit qu'on a décidé d'effacer. Le crochet où pendait la cape était nu. Le coin où reposait le bâton, ce bâton dont le bois semblait plus ancien que les arbres du Val, était vide. Sur la table, pas de bol, pas de tisane, pas de couteau. Même les bocaux avaient disparu. Comme si Scylla n'avait pas quitté sa cabane, comme si elle avait repris ce qu'elle était. Cain resta immobile. Sa respiration fit un bruit trop fort dans l'espace. Il eut peur. Pas une peur de l'abandon, une peur plus vaste, l'impression soudaine que la sorcière n'était pas une femme du Val, mais une présence de passage, et que le Val, lui, n'avait été pour elle qu'un arrêt. Cain posa la main sur le bois de la table. La poussière était fine, récente. Il appela sans grande conviction. « Scylla » Rien. Il sortit. La forêt était trop calme. La douce, en bas, semblait plus loin. Alors il comprit. Il n'aurait pas de dernière phrase, pas de conseil final, pas de carte. Elle lui avait appris quelque chose de plus cruel. Partir se fait toujours seul. Et comme si le monde aimait les ironies, c'est à ce moment-là qu'il sentit, au-dessus des collines, ce même poids qu'aux pierres du sentier. Quelque chose de très ancien, très patient. Quelque chose qui attend. Cain redescendit au village. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il s'habilla dans le noir. Il prit son couteau, sa pierre, la médaille terne de la lumière. Il passa devant sa maison sans se retourner. Il traversa la place d'Astien sans entendre les chiens. Le temple était sombre, la cloche silencieuse. Et pourtant, dans l'air, il y avait une certitude. Pas un signe spectaculaire, pas une prophétie. Juste cette sensation nette et froide qu'on appelle parfois moment quand on ne sait pas l'expliquer. Cain se dirigea vers la forêt, vers le sentier qui n'était pas un chemin, vers les pierres aux marques anciennes, vers l'endroit où le Val cesse d'être un monde. Il ne laissa derrière lui ni promesse, ni lettre, ni regret. Il laissa seulement tout ce qu'il n'avait jamais demandé. Et il partit.